La communauté du Bitcoin est plongée dans une guerre fratricide. Les utilisateurs de cette monnaie virtuelle ou crypto-monnaie créée il y a presque 10 ans se déchirent depuis plusieurs mois autour de l'avenir de la devise numérique. Le Bitcoin doit-il garder son identité libertarienne ou doit-il s'ouvrir au plus grand nombre? Cette épineuse question devrait être tranchée le 1er août, c'est-à-dire après-demain, à l'occasion d'une mise à jour du protocole déterminante. Si l'issue est encore incertaine, le débat n'a en tout cas pas fait plonger la monnaie, qui a atteint son record en juin, $3000, alors que le Bitcoin ne valait que quelques centimes à ses débuts. Autrefois associé exclusivement au dark web, les monnaies virtuelles se sont démocratisées à tel point qu'au Japon, le Bitcoin est désormais un moyen de paiement officiel. Au-delà des crypto-monnaies, c'est surtout le protocole numérique inventé par les développeurs de ces devises qui intéresse les banques et les entreprises. La blockchain, comme on l'appelle, permet notamment de réaliser des transactions extrêmement vite et presque sans frais. Alors le Bitcoin doit-il rester une monnaie de niche ou devenir une devise universelle ? Quelles seraient les conséquences sur le système monétaire et financier? La blockchain envahira-t-elle bientôt notre quotidien? Nous allons essayer de répondre à ces nombreuses questions avec nos deux invités. Bonjour Adlita Kalbataï. Bonjour. Vous animez le site d'information sur les devises numériques Le Coin. Vous êtes président du Cercle du Coin et vous avez coécrit Bitcoin, la monnaie acéphale, publiée aux éditions du CNRS en mai dernier. À votre côté, Alexandre Tchatchenko. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Blockchain Partner et président de la Chaintech, une association qui regroupe un certain nombre d'acteurs de la blockchain en France. Alors à chaque fois que le Bitcoin se retrouve en une de l'actualité, c'est soit pour prédire sa disparition, soit pour annoncer au contraire qu'il va remplacer dans un futur plus ou moins proche nos monnaies traditionnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cette crise actuelle a d'inédit et ce qu'elle implique, Adlita Kalbataï? Ce qu'elle a d'inédit, c'est que le mécanisme de gouvernance de Bitcoin est vraiment très très spécifique dans le sens où on a un consensus qui est décentralisé donc entre des acteurs qui sont appelés mineurs. Et à côté de ça, on doit avoir tout un ensemble d'acteurs qui doit s'entendre sur des solutions pour avoir une monnaie forte qui est Bitcoin. Et donc ces solutions doivent toutes aller dans une direction qui sera favorable à Bitcoin, même si les acteurs ont des buts différents. Et ça, c'est un peu la première fois, dans le sens où on a parfois des contre-pouvoirs, comme dans nos démocraties. On peut avoir aussi des modèles romains, comme le modèle bicaméral romain, Senatus Populusque Romanus, où là on a à la fois donc les sénateurs et le peuple romain. Et dans Bitcoin, on a tout un tas d'acteurs, dont les mineurs qui ont un rôle prépondérant sur le choix du protocole, mais ne peuvent pas jouer seuls, parce que s'ils jouent seuls, ils ignorent tout le monde, et si tout le monde les ignore, finalement Bitcoin perd de la valeur et leur incitation première du coup diminue également. Pour bien comprendre, les mineurs, ce sont en quelque sorte les petites mains de la blockchain, c'est ceux qui sont des validateurs. C'est ceux qui se servent de la puissance de calcul de leur ordinateur pour faire fonctionner le protocole. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler, Alexandre Tchatchenko, d'une querelle des anciens et des modernes? Est-ce qu'il y a vraiment deux lignes comme ça qui se dessinent entre d'un côté des ultras et de l'autre des progressistes, en tout cas les termes qu'on voit apparaître dans la presse? Alors, je ne sais pas si on pourrait mettre ces qualificatifs-là d'ultra et de progressif. En tout cas, à mon sens, il y a quand même deux philosophies différentes, effectivement, derrière ce schisme éventuel à prévoir. Il y a une philosophie, à mon sens, qui est celle peut-être éventuellement de ceux qui étaient là avant, qui se disent Bitcoin est avant tout le résultat d'une adhésion. Donc j'adhère à Bitcoin parce que je comprends cette monnaie, je sais son utilité, je sais comment je m'en sers, etc., etc. Et en l'occurrence, elle est décentralisée, elle ne doit, entre guillemets, pas être mainstream dans le sens où, justement, on doit la comprendre pour l'utiliser. Mmh. Et puis, à mon sens, il y a une deuxième école, une deuxième chapelle qui est un peu plus récente, qui est celle du je comprends que Bitcoin sert effectivement à effectuer des paiements en ligne, pair à pair, etc. Je comprends également qu'il y a toute une révolution derrière qui arrive avec la blockchain, qui est au-delà de Bitcoin sur toutes les autres blockchains qu'on mentionnera peut-être. Et cette école-là est plus mainstream, justement, de dire Bitcoin doit se démocratiser et finalement Bitcoin doit s'adapter aux demandes. Donc là, c'est vraiment les deux écoles différentes à mon sens. Il y en a qui pensent que les gens doivent s'adapter à Bitcoin et d'autres que Bitcoin doit s'adapter aux demandes. Et à mon sens, aujourd'hui, c'est irréconciliable, mais sur l'évolution du protocole qu'il propose, mais finalement certains pensent que c'est salvateur puisque on l'a dit tout à l'heure, finalement le Bitcoin, comme toutes les blockchains, c'est un résultat d'un consensus. Et donc in fine, lorsqu'il y a dissensus dans la communauté, certains disent c'est peut-être meilleur
que ceux qui ne sont pas d'accord fassent leur propre chemin de leur côté et qu'ils laissent, entre guillemets, les personnes initiales continuer de leur côté également. Et donc cette deuxième chapelle, cette deuxième école qu'on pourrait donc appeler progressiste, qui peut faire de cette devise une devise universelle, cette école est en train d'une certaine façon de prendre le dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'elle va créer sa propre monnaie, son propre bitcoin? Il va y avoir 2 types de bitcoin désormais, Adli Takalbatay? Au contraire, l'école qui prend plutôt le dessus actuellement est celle universaliste, mais ça risque de rester la chaîne principale en fait de Bitcoin et non pas la monnaie secondaire. L'attaque qui a lieu actuellement en quelque sorte, c'est un protocole où la taille des blocs augmente, donc du coup la quantité de stockage dans chaque opération toutes les 10 minutes sur le réseau est augmentée. Et donc le nombre de transactions augmente, mais le pouvoir des mineurs augmente également. Le risque de centralisation des mineurs augmente également. Parce que plus les blocs seront gros, plus le matériel nécessaire va être conséquent, et donc plus il peut y avoir des risques. En plus également, en termes de recherche, au-dessus de 8 mégas, on sait qu'il peut y avoir des risques, et là, le protocole proposé, donc qui peut être adopté demain, va être entre 2 et 8 mégas. Donc c'est aussi risqué de ce point de vue-là. Et c'est un peu un pied de nez, c'est un peu un acte, égoïste de la part de certains mineurs qui veulent conserver un peu leur mainmise en quelque sorte. Justement, est-ce que ce conflit au sein du Bitcoin, ça illustre cette opposition entre les sociétés de mineurs qui cherchent à gagner plus d'argent, on peut le dire, et les développeurs chargés de la conception? Pour moi, c'est un peu un mauvais calcul dans le sens où les mineurs auraient tout autant à gagner en respectant la chaîne classique de Bitcoin qui risque d'être adoptée donc avec Segregated Witness qui est une amélioration du protocole qui permet justement qu'il y ait plus de transactions. Et donc c'est un peu dommage qu'il y ait cette logique-là parce que finalement ils pourraient gagner autant d'argent si on parle uniquement en termes d'incitation. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les développeurs, il y a absolument des affrontements et je pense qu'au début ça a été assez mal compris par les développeurs dans le sens où quand ils faisaient des propositions d'amélioration du protocole, elles étaient unanimes et donc en quelque sorte ils travaillaient comme on travaille à l'amélioration de quelque chose. Sauf que finalement il y a quelque chose d'assez important dans le développement, c'est que je pense qu'on peut le rapprocher de ce que disait Sartre sur les écrivains, c'est-à-dire que l'écrivain est forcément engagé. Et le développeur, finalement, est aussi forcément engagé. Donc même des propositions d'amélioration, finalement, deviennent également des choix politiques, même si à l'origine, ce n'était pas le cas. Alexandre Stashchenko, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment les bitcoins sont générés, sachant qu'il y a un montant seuil qui est fixé à 21 millions, c'est bien cela? Tout à fait. Justement, alors le mécanisme d'émission de nouveaux bitcoins est inclus et fait partie intégrante finalement de la sécurité de Bitcoin, de ce qui fait son caractère innovant. En réalité, Bitcoin, alors pour revenir aux sources peut-être et amener ma réponse, Bitcoin c'est, si je reviens à la définition initiale, un système de cash numérique pair à pair. Et qui permet de s'affranchir, donc je parle du pair à pair justement, je mets l'accent dessus, qui permet de s'affranchir des intermédiaires de confiance. Donc quand on parle du pair à pair, généralement, on peut parler d'échange de musique, bon très bien, on sait le faire depuis très longtemps, mais c'est pas vraiment du transfert, c'est de la copie, c'est-à-dire j'envoie un fichier MP3, bon très bien, vous l'avez, mais je l'ai aussi. Donc quand il s'agit d'argent, c'est plus compliqué, parce que si je vous envoie 10 euros que je les ai toujours après, il y a un souci, je viens de faire de la création monétaire justement, et donc on perd le principe même de l'argent. Ce que Bitcoin vient permettre de faire, c'est justement, là où avant on ne pouvait faire que du transfert d'informations en pair à pair, et pour le transfert de valeur, on passait par des intermédiaires de confiance, en l'occurrence des banques, des prestataires de services de paiement, Visa, Mastercard, etc. Là, Bitcoin dit on va pouvoir faire ce transfert de valeur en pair à pair. Comment on fait? On tient un registre derrière, qui d'habitude est tenu par une banque. Cette fois-ci, on va le tenir de manière décentralisée, c'est-à-dire que tout le monde va le tenir. Et donc, aujourd'hui, je peux me connecter au réseau Bitcoin, télécharger ce registre, et, c'est dont parlait Adli tout à l'heure, il y a des mineurs, donc qui sont volontaires, qui fournissent de la puissance de calcul pour valider des blocs. En l'occurrence, la manière dont on fabrique des Bitcoins, puisque finalement, il n'y a pas, vous l'aurez compris, il n'y a pas de banque centrale, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc il n'y a pas non plus de politique monétaire, il n'y a pas de décision d'inflation, de quantitative easing et ce genre de choses. Donc, un algorithme produit cette monnaie toutes les 10 minutes. Donc c'était 50 toutes les 10 minutes à la création, c'est divisé par 2 tous les 4 ans. Et il se trouve que cette création monétaire va dans les mains de ces fameux mineurs. Alors pas n'importe qui, ces mineurs sont en permanence en compétition avec leur puissance de calcul pour résoudre des problèmes cryptographiques.
Et celui ou celle ou ceux, en tout cas, qui trouve la réponse à ce problème cryptographique toutes les 10 minutes, donc il y en a un nouveau toutes les 10 minutes, eh bien se voit attribuer cette création monétaire. Ce registre central dont vous parlez, c'est donc la blockchain. Et ce qui est important à noter, c'est que on a accès à toutes les transactions sur la blockchain, mais par contre, c'est complètement anonyme, Alita Kalbataï. Enfin, c'est plutôt pseudonyme dans le sens où tout est absolument transparent. Et donc, ce qu'on voit, ce ne sont que des suites de chiffres et de lettres, donc ce qu'on appelle des adresses, qui sont un peu l'équivalent de RIB en quelque sorte, d'identifiant de compte. Et donc, si on relie en fait une adresse à une personne, on peut très facilement la tracer vu que tout est transparent. Même s'il y a des mécanismes qui peuvent aider à anonymiser, Bitcoin n'est vraiment pas une monnaie faite pour être anonyme, plutôt faite pour être discret. Et finalement, on le voit très bien avec les nombreuses arrestations qu'il y a sur les cas Bitcoin, en quelque sorte. On voit très bien que Bitcoin n'est pas adapté pour le crime, entre guillemets. Comment comprendre cette grande versatilité du Bitcoin? On voit que parfois, Bitcoin peut gagner $500 en quelques heures, reperdre cela en quelques jours. Comment le comprendre, Alexandre Stachenko? C'est très simple, en fait. Par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques instants, on est dans une monnaie décentralisée. Donc il n'y a pas de banque centrale. En l'occurrence, ce qui fait la stabilité d'une monnaie, c'est justement les politiques monétaires, l'offre et la demande, les politiques au-delà de monétaire économique, etc. Dans Bitcoin, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de banque centrale. Ce qui décide de la création monétaire, c'est un algorithme. Et donc, il est connu, on sait à l'avance, et vous l'avez dit tout à l'heure, on sait que ça décroît, divisé par 2 tous les 4 ans. On arrivera à 21 millions de Bitcoin en 2140. Bon, c'est pas tout de suite, mais on sait que c'est limité. Et ça se comporte un peu comme l'or, finalement. C'est-à-dire, c'est censé être une réserve de valeur. On crée de la rareté numérique. Donc, ce qui fait sa versatilité, c'est tout simplement que, comme il n'y a personne pour décider entre guillemets de l'inflation, eh bien, la seule chose qui va faire son cours, c'est l'offre et la demande. En l'occurrence, on connaît l'offre, donc la demande change en fonction des bonnes et des mauvaises nouvelles. S'il y a une crise demain, Bitcoin va descendre. Une crise, par là, j'entends une mauvaise nouvelle, une plateforme qui s'est fait hacker, etc. À l'inverse, ce que dans le monde normal on appellerait une mauvaise nouvelle, typiquement la crise chypriote ou la sortie de circulation en Inde des billets de 500 000 roupies, ce genre de choses qui sont des mauvaises nouvelles en soi, sont des très bonnes nouvelles pour Bitcoin parce que finalement ça renforce le discours qui est de dire regardez, on ne peut pas faire confiance aux banques. Alita Kalbataï. Après, les monnaies classiques fluctuent aussi énormément. On a moins l'habitude de les voir. Et aussi, le référentiel choisi est souvent un 1 avec une virgule. Tandis que Bitcoin, vu qu'on est sur du référentiel au millième, ça change toute la donne. On a l'impression que c'est vraiment des fluctuations incroyables. En 2011, on était à $1 et là, on est à 2700. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est des questions d'amplitude. Après, c'est là où je vais venir. C'est que pour l'instant, Bitcoin est petit. La masse monétaire de l'euro, si je me trompe pas, est de 6 000 milliards, pardon. La masse monétaire mondiale est de 22 000 milliards. Bitcoin, c'est entre 50 et 60 milliards. Donc c'est une question aussi d'amplitude et de liquidité, des mécanismes financiers classiques finalement. Et plus Bitcoin prendra de l'ampleur, plus il sera lourd en quelque sorte sur le marché, moins il bougera à cause de nouvelles comme actuellement. Il y a quand même une inquiétude, c'est le fait qu'une partie des acheteurs de Bitcoin sont de purs spéculateurs. Est-ce que la bulle ne risque pas d'exploser? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation similaire au phénomène de la bulle Internet dans les années 2000? C'est difficile à analyser. On pourrait très bien dire effectivement que c'est une bulle, mais à ce moment-là, effectivement, en 2011 ou en 2012, on aurait très bien pu aussi dire que c'était une bulle quand c'est passé de 50 centimes à $1. On se disait waouh, ça fait x2, mon Dieu, il faut vendre. Et puis aujourd'hui, c'est à 2700, donc on se dit bon, elle est toujours pas finie cette bulle. Donc il y a un mécanisme de bulle qui est certain. Il suffit de regarder la courbe. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui affluent sur Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies de manière générale aujourd'hui, alors qu'ils ne comprennent pas forcément ceux qu'ils achètent, mais on sent aussi qu'il y a un début de régulation. Il y a l'avis de la SEC américaine qui est tombée sur ce qu'on appelle les ICO récemment, qui dit la création de jetons numériques assimilables au Bitcoin ou aux autres crypto-monnaies. Maintenant, on va assimiler ça à des securities. Donc voilà, on commence à rentrer petit à petit dans un début de régulation. Il faut pas oublier qu'il y a une valeur derrière. Maintenant, savoir si demain ce sera à 50 000 ou à 200 et ça retombera, pas grand monde est capable de vous le dire aujourd'hui. Et finalement, c'est assez paradoxal parce que Bitcoin était considéré justement, beaucoup étaient considérés comme une bulle, comparable à la bulle d'Internet, comme vous le disiez. Mais finalement, je pense que là où est vraiment la bulle, entre guillemets, c'est la bulle de la blockchain, justement, qui, elle, va essayer va attirer et capter énormément d'investissements sur des projets divers et variés qui peuvent être bons ou mauvais.
Et là, on a, je trouve, plus un mécanisme d'excitation qui se rapproche de la bulle par rapport au Bitcoin qui restait un peu dans l'ombre et qui finalement n'est pas une bulle mainstream en tout cas. Alors, je suis à moitié d'accord. Alors, dites-nous pourquoi. Alexandre, je suis à moitié d'accord parce que dans la blockchain, de manière générale, comme dans toutes les hypes, il y en a eu une par an depuis des années. Il y a eu le big data, les chatbots, l'internet des objets. Vous pouvez rajouter la liste est longue comme le bras. La blockchain est venue en 2015-2016 dire voilà, la nouvelle hype, c'est la blockchain. Donc effectivement, il y a plein de projets. Nous-mêmes, on envoie, quand on conseille des clients ou autres, que parfois, tiens, on va faire une blockchain, mais si on pouvait la centraliser un peu et avoir un validateur central et faire ça, et faire ça, et faire ça, et à la fin, on dit, mais pourquoi la blockchain? Donc, il y a des blockchains qui effectivement sont alors parfois ça peut aller jusqu'à l'arnaque. Dans les ICO, on en voit très souvent en ce moment des arnaques. Donc venez acheter mon coin, vous aurez plein de rentabilité, etc., etc. Mais il y en a d'autres où parfois en fait c'est simplement que c'est pas le même but que Bitcoin. Donc typiquement dans les blocs, alors il y a Ethereum, mais on pourrait en parler très longtemps. Mais même le concept de blockchain privée qui fait largement débat, on va dire. Parfois, on garde quand même certains des intérêts de la blockchain, pas tous, parce que ce n'est pas le même but qui est visé à la fin. Donc, on peut quand même avoir certaines utilités à ça, mais on peut avoir un débat très long là-dessus avec Edwin. Vous commenciez à l'aborder tout à l'heure. Le Bitcoin apparaît de plus en plus comme un recours dans les pays qui connaissent des crises monétaires, comme le Venezuela qui souffre d'une inflation galopante, le Mexique qui a vu chuter le peso. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. On peut dire que le Bitcoin a vraiment acquis une force politique. Alita Kalbataï? Oui, pour moi, c'est une création politique même à la base. Bitcoin réussit un peu ce que disait Proudhon, c'est-à-dire c'est les règles sans le pouvoir. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a un protocole qui est donc un ensemble de règles et qui va réussir à organiser quelque chose qui marche bien. Et Bitcoin, finalement, c'est une réalisation crypto-anarchiste à l'origine, mais en tout cas, c'est important de le souligner. Et donc, la force politique est très forte, oui, parce qu'on peut penser que les gens qui se méfient du système classique peuvent avoir plus confiance en Bitcoin, vu qu'en quelque sorte, il n'y a pas d'hommes. Bien sûr, il y a des hommes qui sont derrière les protocoles et autres, mais le protocole, l'ensemble de règles, finalement, lui, est plus fiable presque que des hommes. C'est un peu l'idée derrière, effectivement. On le constate particulièrement en Chine, dans un contexte de baisse du yuan de 7% en un an. Les restrictions imposées par Pékin pour limiter les sorties de capitaux ont fait apparaître le Bitcoin comme une alternative pour convertir des yuans en monnaie étrangère. Par ailleurs, la Chine abriterait la majorité des sociétés de minage. Comment est-ce que Pékin voit aujourd'hui le développement de cette monnaie concurrente, si on peut dire, sur son sol, Alexandre Shevchenko? C'est un peu ambivalent, parce que effectivement, on y retrouve pas mal de sociétés ou de regroupements de mineurs, tout simple pour une raison qui est très simple, c'est que l'électricité est pas chère. Et donc du coup, ils ont un avantage compétitif qui est certain. Il y a eu également, comme je disais, c'est assez ambivalent, parce que parfois on a des déclarations du gouvernement ou de la Banque populaire de Chine qui dit Bitcoin c'est intéressant, il faut regarder la blockchain, c'est vraiment très innovant. Et puis derrière, par contre, les institutions financières n'ont pas le droit d'y toucher, parce que bon, faudrait pas non plus aller toucher à une monnaie qui, effectivement, comme le disait Adli, a on va dire un fond anarchiste, etc., etc. Mais là où justement Pékin l'a peut-être très bien compris, c'est que Bitcoin a ce caractère innovant qu'il faut favoriser, et donc il y a pas mal d'initiatives en Chine. Donc on avait croisé des associations qui se forment autour de différents projets, etc. Ils lèvent des fonds, il y a des places où ils commencent à devenir assez, on va dire, sympathiques au niveau de la régulation. Il y a Hong Kong, etc. Mais de l'autre côté, ils ont aussi compris que Bitcoin, comme le disait Adli, c'est une création politique, et une création politique pour un État extrêmement dangereuse. Pour la simple et bonne raison, c'est que un des arguments ou une des armes premières des États, c'est sa monnaie. Et là, Bitcoin vient dire, sur ce secteur-là, sur le secteur de la monnaie, vous n'avez plus besoin d'intermédiaires, donc d'État. D'où le fait qu'en janvier, la Banque centrale chinoise a annoncé le lancement d'une enquête sur les plateformes locales qui permettent d'accéder au Bitcoin. On voit qu'il y a une volonté de dominer. Garder quand même la main sur ce qui se passe. Alors c'est aussi tout simplement, on se focalise sur la Chine, mais les États-Unis ont fait un peu la même chose, une volonté de réguler ce qui s'y passe. La décision récente de la SEC dont je parlais à l'instant, c'est aussi la même dynamique, c'est-à-dire on parle d'une monnaie qui normalement justement n'est pas régulée, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de SEC, il y a personne. Bon, il faut quand même protéger les investisseurs. Donc ce que dit la SEC justement, c'est n'allez pas vous cacher en Suisse, etc., parce que le bras de l'administration américaine est assez long, donc ça vous servira à rien. Ce qu'on dit, c'est que si vous faites un actif assimilable à une securities,
alors vous êtes sous le coup de notre régulation, donc vous devez passer, être enregistré chez nous, protéger vos investisseurs, etc., etc. Donc la Chine fait un peu la même chose, de dire, bon, voilà, vous aviez une plateforme où il n'y avait pas de frais de transaction, où on savait pas qui était de l'autre côté du mur, etc. Il n'y avait pas de know your customer, donc de savoir qui est derrière. Bon, on va mettre un petit peu de forme là-dedans. Il y avait aussi le problème que c'était considéré un peu comme du jeu en Chine. Et donc c'était aussi un éclaircissement juridique en quelque sorte, parce que l'assimiler au jeu, c'est quand même pas très très précis par rapport à ce qu'est vraiment Bitcoin. À moins qu'on mette la bourse dans le jeu, en quelque sorte. L'idée de la régulation, c'est pour éviter ce qui s'est passé par exemple au Japon. Alors il y a quelques jours, le procès du français Marc Karpelles s'est ouvert. Un développeur qui est accusé d'avoir raflé 2,3 millions d'euros sur les comptes des dépôts de Bitcoin de ses clients. La plateforme qu'il gérait, Mt. Gox, brassait 76% des échanges de la crypto-monnaie à travers le monde avant sa fermeture en février 2014. C'est pour éviter ce genre de situation, parce que j'imagine que ça a été un énorme choc dans le monde de la monnaie virtuelle, l'affaire Karpelles. Effectivement, ça a été un énorme choc parce que on ne savait pas où étaient passés ces bitcoins finalement, et d'aucuns disent aujourd'hui qu'ils sont toujours recherchés. Même si on a la transparence derrière, on l'a dit, il y a des mécanismes qui permettent d'aller cacher des transactions. Là, parce que Marc Karpelles a parlé d'un hacking dans un premier temps. Justement, c'est ça qui fait débat, c'est que aujourd'hui Marc Karpelles se défend en disant qu'il a été hacké, que c'est pas sa faute entre guillemets, que ce n'est pas lui qui a l'argent, et d'autres le soupçonnent en disant vous aviez les serveurs chez vous, vous connaissiez toutes les mots de passe de vos clients, c'est vous qui avez fait ce auto-hacking pour prendre l'argent pour vous-même. Ce dont Marc Karpelles se défend, et justement les investigations vont montrer si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais on va dire la volonté de régulation effectivement défend ce point-là, qui est aujourd'hui, ou en tout cas plutôt il y a quelques années, mois et années, quand on rentre dans le Bitcoin en tant qu'investisseur classique ou en tant que personne lambda entre guillemets, c'est extrêmement nébuleux. On ne sait pas où on met son argent. Il faut avoir compris le protocole, ce que répètent les experts à longueur de temps. Ne mettez pas d'argent dans quelque chose que vous ne comprenez pas, mais évidemment pas grand monde ne les écoute. Après, donc, qui comprend l'euro? Voilà, qui comprend l'euro, c'est un peu ça aussi. Donc les gens mettent de l'argent, par exemple dans Ethereum, ils vont mettre de l'argent, et ça a été vu dans l'affaire de DAO de l'an dernier, en juin 2016. Beaucoup de gens avaient investi donc dans un smart contract. Donc Ether, qui est une monnaie aussi, une crypto-monnaie créée en 2015. Voilà, qui est créée en 2015. Ils avaient investi dans un smart contract, donc un programme autonome qui donc avait la faculté de propriété sur de l'argent, mais ils ne comprenaient absolument pas. Ils n'avaient pas lu le code, ils n'avaient pas lu le protocole, ils savaient pas ce qui se passait. Ce contrat a été hacké, et derrière, qu'est-ce que je fais? Où est mon argent finalement? Alors justement, où est-ce qu'on en est de la régulation en Europe et plus spécifiquement en France, Aditya Kalbataï? Je vais dire une petite parenthèse sur Mt. Gox, dans le sens où, déjà il y a eu des robots frauduleux qui ont fait monter le volume de la plateforme. Donc le 76% n'est pas forcément juste en quelque sorte, c'est peut-être un peu frauduleux. Et également il y a eu un rebondissement il y a quelques jours avec un Russe arrêté qui aurait peut-être hacké Mt. Gox et blanchi par une autre plateforme qui vient d'être saisie par le gouvernement américain. Donc on voit que justement les forces opératoires des différents pays et juridictions commencent à de plus en plus s'intéresser au sujet, et être équipés pour le combattre. Et on voit donc de plus en plus que Bitcoin est vraiment pas fait pour être anonyme, sachant que des gens tombent tous les jours. Et en ce qui concerne la législation, l'Union européenne a lancé une commission dédiée à ces points-là. En France, on peut voir quelques députés qui vont essayer de mettre des choses en avant, une petite régulation. En France, on a déjà un problème presque sociologique et culturel qui est l'argent. C'est-à-dire en France, l'argent est plus complexe, c'est un problème plus complexe que dans d'autres pays. Donc oui, pour l'instant, on peut considérer qu'on a un peu de retard, quand bien même on est en termes d'entreprise, par exemple, on n'est pas du tout en retard. On a une des plus belles entreprises du monde du Bitcoin qui est Ledger et qui fait de la sécurisation. Et finalement, du coup, la législation pour le moment évolue doucement, pas très rapidement, et peut-être que c'est tant mieux aussi. Peut-être qu'il vaut mieux laisser un cadre ouvert pour laisser s'exprimer les idées. Et finalement, on arrive quand même à avoir des entreprises du coup qui sont performantes. Parce qu'il y a la question de la régulation, mais il y a aussi la question de la taxation. En 2013, l'Allemagne a donné au Bitcoin le statut de monnaie privée afin de pouvoir taxer 25% des bénéfices générés. Il faudrait aller dans ce sens-là, Alexandre Chachenko? Ça dépend. Aujourd'hui, justement, sur le point de la régulation, on va dire qu'effectivement, on n'est pas très en avance, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a pris beaucoup de décisions pour une raison très simple, qui est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est qu'on touche à l'argent qui est l'arme principale des États. Et donc,
typiquement, ne serait-ce que sur la définition de ce qu'est Bitcoin ou de ce qu'est l'Ether, de ce qu'est une crypto-monnaie, les gens ne s'entendent pas. Est-ce que c'est une monnaie? Est-ce que c'est un actif? Est-ce que c'est une monnaie privée? Est-ce que c'est un moyen de paiement? Il y a beaucoup de possibilités. Et sur ce sujet-là, après, du coup, il y a plusieurs philosophies. Il y a la philosophie anglo-saxonne, common law, qui est un peu, bon, bah, on fait et puis on verra. Puis la philosophie française, qui est, on a un code, ça rentre dans les cases ou ça rentre pas dans les cases. Donc, là, aujourd'hui, Bitcoin, par exemple, en France, on a commencé, alors évidemment, à taxer. Donc, si vous faites effectivement des plus-values, donc vous avez acheté un Bitcoin à 100 euros, vous le revendez à 200 euros, bah, vous êtes taxé sur ces 100 euros de plus-value que vous avez fait. C'est un début. Alors, il y a certaines personnes qui aujourd'hui militent pour que, disons qu'on permette un exit à ceux qui ont investi précocement dans le Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils veulent pas le sortir parce que bah, ils savent que s'ils vendent aujourd'hui, on va leur prendre 60% de ce qu'ils ont gagné finalement en taxe sur la plus-value. Donc il y a des gens qui disent laissez-les exit parce que comme ça on remet le marché à zéro et puis on repart sur une législation saine. Il y a d'autres gens qui disent non, il n'y a pas de raison, mais il y a plusieurs, on va dire, axes à développer. Il y a l'axe régulation pour les entreprises sur la blockchain de manière générale, et c'est ce que porte entre guillemets l'association La Chain Tech justement, c'est de dire quelles sont les revendications des entreprises concernant la Chain Tech, donc d'avoir cette voix cohérente des acteurs français sur la blockchain. Est-ce qu'on reconnaît ça comme un moyen de preuve? Est-ce que c'est une monnaie, etc. Et puis derrière, il y a effectivement plus ce qui touche les consommateurs finaux, c'est-à-dire protection des consommateurs, droit à l'oubli, est-ce que c'est une monnaie, est-ce que c'est un actif, etc., etc. Mais en France, pour l'instant, on a globalement taxé et fait une petite porte d'entrée par une ordonnance mini-bon l'an dernier. On l'a dit, la technologie blockchain permet de réaliser donc tout type de transaction pour un montant 3 fois moins cher puisqu'elle se passe du garantière, donc c'est-à-dire la banque pour une transaction financière, un notaire par exemple pour un héritage. La blockchain pourrait révolutionner le secteur de la banque d'ici 5 à 10 ans. Comment est-ce que les établissements s'y préparent, Adli Takelbataï? Est-ce qu'ils s'y préparent? Alors, là, pour le coup, c'est une question un peu épineuse parce que pour moi, ils s'y préparent très mal. Parce que justement, ils vont vers des blockchains privées au lieu d'épouser, par exemple, Bitcoin et d'essayer de l'intégrer et de faire avec ce qui existe et ce qui est stable. Ils essaient finalement de prendre ce qui les intéresse et d'enlever tout ce qui les intéresse pas, c'est-à-dire la décentralisation. Et donc finalement, le système Bitcoin est résilient parce qu'il est décentralisé, selon moi et selon pas mal de techniciens. Et finalement, les banques essaient donc du coup de trahir un peu l'esprit pour avoir des joujoux internes qu'ils nomment blockchain du coup, alors qu'on est quand même loin de ce qu'est derrière la philosophie derrière la blockchain entre guillemets, si tant est qu'on puisse dire la blockchain en tant que technologie, vu que ce sont que des protocoles finalement qui vont produire des blockchains, parce que c'est finalement le protocole qui produit la blockchain comme l'œuf et la poule. Donc en fait, on ne sait pas si les banques seront les premières victimes ou les grandes gagnantes. C'est l'éternelle question, Alexandre Tkachenko. J'aurais encore une divergence avec Adli sur ce point-là. À mon sens, la démarche qui a commencé à être entreprise par la plupart des entreprises, je dis pas toutes, est très souvent saine, notamment sur l'expérimentation. Alors certes, ça va sur de la blockchain privée, qui n'est pas aussi, disons, disruptive que peut l'être Bitcoin ou Ethereum en public, mais il faut bien commencer par quelque part, il faut tester la technologie. Évidemment que on prend une grosse entreprise, elle va pas mettre d'un seul coup tous ses clients sur un système qu'elle ne maîtrise pas, dont elle ne sait pas qui sont les parties prenantes, etc., etc. Donc, à mon sens, il y a quand même un début d'acculturation, d'expérimentation, et on a même, nous, des clients qui vont en production aujourd'hui, qui commencent à faire des choses avec la blockchain. Mais de manière générale, à mon sens, Bitcoin aura ses cas d'usage, qui seront surtout en C2C, en pair à pair entre consommateurs. Ethereum aura ses cas d'usage, etc. Mais à mon sens, il y a quand même une certaine utopie dans le... on va dire, dans le fait de penser que Bitcoin un jour sera utilisé par tout le monde de manière mainstream et sans intermédiaire. Parce que vous n'y croyez pas? Non, alors, je précise ma pensée parce que le but de Bitcoin effectivement est d'être désintermédié. Mais aujourd'hui, si vous voulez aller au bout de la logique Bitcoin, c'est-à-dire être complètement désintermédié, vous devez effectivement avoir lu le code, l'avoir compris, avoir un nœud chez vous, héberger la base de données, etc., etc. Ce que globalement pas grand monde ne fait. Donc les gens qui vont au bout de la logique, il y en a un certain nombre, mais de là à ce que soit mainstream, à mon sens, on n'y est pas du tout et ça ne se sera pas. Et dans cette optique-là, et vous l'avez dit tout à l'heure, on va désintermédier les notaires, etc. À mon sens, c'est aller un petit peu trop loin. Parce que typiquement, ce que fait la blockchain, il y a souvent une confusion là-dessus. La blockchain aujourd'hui, ce qu'elle permet de faire, c'est de garantir l'existence de preuves. Mais aujourd'hui, si par exemple je veux mettre un diplôme sur la blockchain, je ne peux pas déjà mettre ce diplôme, j'en mets une preuve. Donc le PDF en tant que tel, je dois toujours le garder quelque part, en l'occurrence chez moi ou chez un tiers. Tiens. On remet un tiers dans la boucle. Et puis surtout, ce diplôme, est-ce qu'il est authentique ou pas? Par qui il est émis? Donc il y a quand même un tiers dans la boucle. Donc la volonté de s'affranchir des tiers de confiance
de Bitcoin et d'Ethereum et d'autres blockchains publiques existe, est réel, on peut le faire si on a envie, mais à mon sens, tout le monde n'a pas envie. Et notamment dans les pays développés où parfois on a envie de faire confiance tout simplement. Mais il faut garder ce choix. Il faut garder ce choix. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que pour moi Bitcoin, et là c'est une illustration, je trouve que France Culture justement parle de Bitcoin maintenant et plus de la blockchain. C'est pas la première fois, mais c'est croissant en tout cas, j'ai l'impression depuis quelques mois. Et donc on voit que Bitcoin intéresse de plus en plus et perd un peu sa mauvaise presse, ce qui n'est pas forcément négatif. Et de plus, moi, personnellement, je suis pas forcément contre qu'il y ait des intermédiaires dans Bitcoin. Il y aura toujours des intermédiaires et il y aura toujours des conflits entre hommes. Il faudra toujours trouver des solutions pour ces conflits. Même si Bitcoin, dans son protocole, essaie d'intégrer justement des solutions de base, mais finalement, c'est plus des règles qu'autre chose. Donc, finalement, je préfère que le choix soit universaliste, qu'il y ait Bitcoin, qu'il puisse y avoir de l'interopérabilité entre les différentes monnaies directement de manière décentralisée, qu'on ait et qu'il y ait parfois des intermédiaires comme des simili-banques Bitcoin, plutôt que d'avoir une simili-blockchain dans une banque qui ne me permet pas en fait d'avoir une banque en Bitcoin. Quels sont les autres secteurs d'activité qui s'emparent aujourd'hui de la blockchain? Comment on convainc les entreprises que c'est vraiment le secteur porteur des prochaines années? Il faut d'abord il y a toujours, alors selon les secteurs on n'est pas au même niveau entre guillemets. Effectivement le secteur financier qui est le premier impacté, touché par cette révolution blockchain Bitcoin, est plus en avance. Donc c'est ce que je disais, nous on est effectivement déjà la plupart des banques se sont déjà approprié le sujet. Certaines passent déjà en production sur certains projets, d'autres sont encore en phase d'expérimentation, mais globalement tout le monde comprend de quoi il s'agit. Sur les autres secteurs dont on parle, effectivement, c'est un peu toujours le même processus, c'est-à-dire que on va avoir soit quelqu'un en interne qui a vu de loin la technologie, s'est dit tiens ça pourrait peut-être être utile, mais derrière effectivement il faut se faire accompagner dans la découverte de la technologie. Une sorte d'acculturation, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Derrière, faire de l'idéation, c'est-à-dire, bon, moi, dans mon secteur, est-ce que c'est utile? Ce qui est déjà une première phase, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment que ce soit utile, alors que ça ne l'est pas forcément. Donc, est-ce qu'il y a des cas d'usage pertinents? Derrière, on expérimente. Derrière, on met en production si c'est pertinent. Et derrière, phase qui est souvent oubliée, comment on rend ça compliant avec la régulation, justement. Alors d'un mot, Ali Takal, on arrive à la toute fin de cette émission, Ali Takal Bataille, pardon. Vous pensez que la prochaine échéance, donc, c'est conquérir le grand public. Comment on s'y prend alors que ça fait encore peur? On réfléchit, tout simplement. On réfléchit comme on fait par exemple avec l'association. On a fait un colloque à Normale Supérieure, donc on va toucher un public totalement différent. Avec le livre également, donc on touche un public différent. Donc je pense qu'il faut vraiment tout simplement réfléchir au sujet, échanger sur le sujet, en parler, ne pas avoir peur de prononcer le mot Bitcoin, ne pas avoir peur de dire que finalement la blockchain, est-ce que ça existe vraiment, ce genre de choses. Après, moi, j'ai tendance à trouver qu'il y a un peu toutes les sauces dans les blockchains, mais en tout cas, parlons-en. Parlons-en, et on en aura parlé. C'est la fin de cette émission. Un grand merci Ali Takal Bataille, animateur du site Le Coin Coin, Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner, et un grand merci à toute l'équipe du magazine du Week-end, Marguerite Caton, Anne-Sophie Pierry, Clara Souti et Grégoire Diffior, à la réalisation François Connac et à la technique Bruno Gagnère-Fontani. La semaine prochaine, vous retrouverez Isabelle Lasserre à ce micro. Belle journée et à bientôt.